Amis de la logique, bonjour. Pour ce quatrième épisode de ma série logique, nous allons parler des bascules. Les bascules, c'est quoi? C'est des éléments de base, je dirais même fondamental pour tout ce qui va être la logique séquentielle. Dans le premier épisode, je vous avais expliqué un petit peu ces différents types de logique. C'est à la base un truc qui est tout bête, on l'appelle bascule parce que ça peut basculer en fait entre deux états stables. Les bascules, voilà, ça peut être dans un état ou dans un autre, c'est binaire, vu qu'on est dans la logique binaire. À la base, c'est fait avec des portes logiques élémentaires, mais qui sont combinées de telle façon qu'elles vont pouvoir donc avoir ces propriétés. Alors, il y a plusieurs sortes de bascules de base. La plus simple, c'est ce qu'on appelle la bascule RS. R pour reset et S pour set. On l'a fait à la base, ici, avec deux portes nord, par exemple, qui sont interconnectées comme on le voit ici. Et ici, on voit qu'il y a deux sorties. Alors, cette notion de deux sorties, on va la retrouver assez souvent sur les bascules. Souvent, elles sont notées Q et Q bar, je ne sais pas pourquoi, sachant que elles sont complémentaires. C'est-à-dire que Q bar, c'est l'inverse de Q. C'est comme si à la sortie Q, il y en avait qu'une, on avait mis un inverseur. Alors pourquoi il y a souvent ces deux sorties? Parce que, on verra plus tard, que dans de certaines logiques, on a souvent besoin d'avoir les deux états. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même pas pareil de faire ça que de mettre un inverseur pour inverser la sortie Q pour un Q bar. Rappelez-vous de l'épisode 2, où je vous montrais qu'il y a les temps de transmission. L'avantage, c'est qu'ici, Q et Q bar, quand il y a un changement d'état, ils changent avec les mêmes délais, alors que si on avait ajouté un inverseur, il y aurait un délai en plus. On peut les voir comme des mémoires à un bit, sachant que les deux entrées ici, en fait, c'est des forçages inconditionnels. Quand on met R, ça veut dire qu'on veut la resetter. Quand on met S, on veut la changer. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on met R et S? Normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Il se passe, je veux dire, a priori, tout et n'importe quoi. On peut aussi les faire avec des états, des portes NAND. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, les niveaux actifs, ils sont inversés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle de la logique négative. Et on le voit ici, par exemple, ici, c'est noté ici soit avec un S-bar, soit on pourrait avoir un petit rond ici qui montre que c'est inversé. C'est exactement la même notion, sachant qu'ici, il faut un niveau 0 pour la faire basculer au lieu d'un niveau 1. En fait, il y a relativement peu de circuits intégrés qui intègrent une bascule RS. Pourquoi? Parce que on verra que souvent sur toutes les autres bascules, on peut les utiliser dans ce mode-là, et ou alors on peut les faire facilement avec des ports. Mais ça existe quand même. Par exemple, on a le fameux 74 LS 279 qu'on voit ici, qui contient 4 bascules ici RS. Et voilà, on voit ici la table de vérité, et alors on le voit comme ça, c'est-à-dire on voit que S et R, que quand on met S à L, c'est-à-dire c'est le niveau actif, et R ici, donc on a une sortie ici à 1, et note 2, voilà, on dit que c'est pseudo-stable, que c'est interdit en fait de faire ça. Et par contre, voilà, on voit bien que quand on met 7 à bas, et la sortie passe à 1, vu que on veut justement la 7, 7 en anglais ça veut dire la mettre quelque part. Reset, la remettre à 0, on voit que quand on met un niveau bas sur reset, ça met à 0. Et que quand les deux sont ici au niveau haut, Q0. Alors souvent, ce qu'on note comme ça comme Q0, ça veut dire que ça change rien, ça reste dans l'état où c'était. Il y a plusieurs utilisations de ce genre de bascule. De toute façon, les autres bascules, souvent, elles sont faites à partir de bascules comme ça, avec des configurations qu'on appelle maître esclave et autres. On va pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, là, ce qu'on peut voir ici, c'est une utilisation qui est facile à comprendre, qui est l'anti-rebond. Alors voilà comment, par exemple, on peut monter pour faire un anti-rebond comme ça. C'est très efficace comme système anti-rebond, sachant que, par contre, il faut ici un inverseur. C'est les deux inconvénients de ce système, c'est qu'il faut un bouton inverseur, et il faut aussi, bien sûr, que le niveau de rebond soit pas tel que quand la palette quitte un contact, et touche l'autre, et revienne à l'autre. Enfin, ça me paraît bizarre, mais j'ai eu le cas une fois sur un relais, où il y avait des rebonds à tel point que c'est comme si on appuyait plusieurs fois en inversant. Dans un cas comme ça, ce système ne marche pas. Voilà. Donc, regardons un petit peu en pratique comment fonctionnent des bascules RS. Donc, pour voir cette bascule RS ici, justement, j'en ai fait une avec justement des portes NAND. Et comme on l'a vu sur les portes NAND, la commande RS elle est inversée, mais c'est absolument pas gênant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'état, on va dire repos,
R et S sont au niveau 1, qui est le niveau inactif, hein, ici, vu qu'on voit que c'est allumé. Et la sortie, elle est dans un état stable, mais je veux dire, elle a mis sous tension indéterminée. Hein. Voilà, on peut voir, quand on met sur tension, bah là, je l'ai mis sous tension CQ. Là, je la mets sur tension, voilà, CQ bar. Hein. Donc, ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'au moment de la mise sous tension, c'est aléatoire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le fait d'appuyer sur 7, là, ça veut dire, je vais mettre la sortie 1. Donc, toc, voilà, ici, on voit que la sortie passe à 1. Maintenant, je peux appuyer sur 7 autant de fois que je veux, et ça ne change rien. Si j'appuie sur Reset, et ben, toc, voilà, on voit que ça remet la sortie ici, et je peux encore appuyer autant de fois que je veux. Si j'appuie sur les deux, ben là, on a quelque chose de normalement interdit. C'est-à-dire que c'est un état qui n'est pas possible normalement, à la limite qui serait potentiellement destructif. Ici, ça n'arrive pas dans une bascule RS. Enfin, je veux dire, c'est un état qu'il faut éviter. Et dans un cas comme ça, bah, si on a les deux, bah, ça va être le premier qui lâche, qui gagne, mais c'est vraiment un état pas normal. Donc voilà, donc dans le cas justement, si on simule l'anti-rebond que je vous ai montré, hein, donc ça veut dire qu'il a une palette d'interrupteurs qui est entre R et S. D'accord, donc là il y a des résistances de pull-up qui font que c'est à 1. Donc mettons que l'interrupteur ici, comme ça il est à la masse, donc on est dans cette configuration là, la sortie n'est pas valable. L'interrupteur il démarre, donc il se lève, hein, on voit que ça ne change rien la sortie, éventuellement il fait des rebonds, on voit que ça ne change rien. Hop, l'interrupteur il avance, il va vers l'autre palette, il appuie, top, dès qu'il va toucher la sortie passe. Si on voit qu'il y a des rebonds ici, c'est propre. Donc on voit qu'ici, il n'y a bien eu qu'une seule transition. Et maintenant, pareil, si je reviens dans l'autre position, bah, même si je quitte ici, je fais des rebonds, ça ne fait rien. Dès que j'arrive ici, toc, ça change. Et on voit que même si maintenant, il y a des rebonds, ça reste comme ça. Donc voilà, hein, les bascules RS, c'est vraiment les flip-flops, on va dire, les plus simples. Voilà, deux états, une commande qui la met, une commande qui l'enlève. Et ici, c'est... voilà, ça reste mémorisé comme ça tant que y a rien qui change. Un autre style de bascule qui est très connu, hein, ça s'appelle le verrou transparent. Hein, c'est une bascule D mais qu'on appelle latch. Un latch, ça veut dire verrou en anglais. Hein, transparent, pourquoi? Parce que justement, on va voir qu'il y a un état où il fonctionne comme s'il n'était pas là. Alors, sur ces systèmes, généralement, on retrouve à ce qu'on a un petit peu sur la bascule RS, hein, toujours les deux sorties éventuellement Q et Q bar qui sont inversées, hein, sachant que des fois, il n'y a que la sortie Q ou voire que Q bar, c'est assez rare, mais pourquoi pas. Une entrée D et une entrée, on va dire, enable. Alors pourquoi on appelle ça transparent? Parce qu'on voit ici sur le chronogramme, hein, c'est une autre façon de voir les états des bascules, que quand on est dans un état transparent, et ben voilà, quand il y a un changement sur D, et ben le changement se fait pareil sur Q. Par contre, quand on est en mode verrouillage, eh ben, l'état de sortie mémorise le dernier état qui était connu. Hein, par exemple, ici, c'est un état bas, donc il est mémorisé. Et à ce moment-là, on se fout complètement de ce qui se passe à l'entrée. C'est utilisé pour faire pas mal de choses. Quelque part, c'est un petit peu l'équivalent logique des échantillonneurs bloqueurs. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est un système, voilà, il est transparent, la sortie suit l'entrée, et à un moment donné, on lui dit une commande qui dit reste dans l'état où t'es jusqu'à temps que je change. C'est un petit peu, hein, quand on utilise ça dans les compteurs, on peut faire un peu la fonction temps intermédiaire des chronos. C'est-à-dire le chrono, il continue à compter derrière, mais à un moment donné, on lui dit tac, voilà, affiche-moi le temps à ce moment-là, et quand on lâche, on reprend le compteur. Alors, un circuit très très célèbre, hein, que je vous ai mis ici, d'ailleurs c'est celui qu'on va utiliser pour faire la démo, c'était le SN7475. En fait, on utilisait ça pour faire ce qu'on appelait des décades, hein, on verra ça plus tard, où il y avait un compteur, hein, souvent à 7490, un compteur décimal, un latch comme ça, derrière un décodeur 7 segments, genre 74, 747, et un afficheur 7 segments. Et avec ça, on pouvait après les combiner, et peut faire des compteurs, un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, autant de chiffres qu'on voulait. Et il y a au tout début de la TTL, enfin il y a énormément de fréquences mètres, de compteurs, même d'horloges qui ont été faites plus ou moins comme ça. Et alors justement, dans les fréquences mètres, c'était particulièrement utilisé, ou même dans les voltmètres, pour éviter justement qu'on voit le système compter. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de compter, on mémorisait la dernière mesure, et on basculait le contenu du compteur dans l'afficheur que de temps en temps. C'est-à-dire qu'un fréquence mètre, par exemple, qui comptait pendant une seconde,
eh ben, on voyait l'affichage changer toutes les secondes, mais on n'aurait pas eu un circuit comme ça. On l'aurait vu toujours compter, ou toujours compter, par exemple, pendant une seconde, rien faire pendant une seconde, compter pendant une seconde, enfin, ça serait vraiment pas agréable. Donc, c'est vraiment un circuit hein, qui peut être très très intéressant, et qu'on utilise aussi hein, pour d'autres choses. Hein. Ils existent aussi là en version où il y en a 8 à l'intérieur, 373, 573, avec des sorties tristes et tout ça. Alors, regardons un petit peu comment ça fonctionne. Pour voir le fonctionnement du verrou transparent, j'ai encore branché donc là mon petit simulateur logique et justement un vénérable SN7475. Donc on a ici les deux sorties complémentées, hein, Q et Q bar, donc qui sont toujours inversées. Ici l'entrée D, ici l'entrée clock. Ce qu'on peut voir, c'est que quand l'entrée ici est à 1, c'est-à-dire que le verrou, on va dire, il est ouvert, et on voit ici que la sortie ici suit complètement l'entrée. C'est-à-dire que là, quand D est à 0, on voit bien que la sortie ici est à 0, donc la sortie inversée est à 1, et bien sûr ici. Donc on voit bien que la sortie Q suit bien l'entrée D. Si à un moment donné, je verrouille ici le latch, on voit que ça ne c'est pas le cas, et que la sortie reste dans le dernier état où elle était. Si je verrouille le latch ici au moment où la sortie est à 1, et ben on voit que maintenant, elle ne suit toujours pas l'entrée, mais qu'elle reste à 1. Voilà, c'est vraiment très simple à comprendre. Alors après, maintenant, on va rentrer vraiment dans le règle des bascules. Hein. Bascule, les Anglais, ils appellent ça souvent flip-flop. Hein, c'est rigolo comment. C'est un coup flip, un coup flop. La bascule D, hein, c'est aussi une bascule qui est super utilisée. En fait, on va retrouver un petit peu l'idée du latch transparent avec une différence fondamentale qui est qu'il n'y a pas du tout d'état transparent. Voilà, la définition est facile à comprendre. Hein. Ça recopie l'état de l'entrée D, ici, dans la sortie Q, quand clock passe de 0 à 1. Attention, c'est pas quand clock vaut 1, c'est quand elle passe de 0 à 1. Alors, on va pas trop en parler dans cette vidéo, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. C'est une notion qui est très très importante en logique. C'est qu'il faut pas confondre les changements d'état, c'est-à-dire on appelle les fronts, hein, voilà, ou un front montant, c'est-à-dire que quand on passe de 0 à 1, ou un front descendant, hein, quand on passe de 1 à 0, il y a des choses qui ne se font que sur les changements et non pas sur les états. Mais bon, on va pas trop en parler ici, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc ici, on voit la table de vérité d'une bascule D. Hein, et voilà, on voit que quand clock est à 0, que D change ou pas, on n'en a rien à faire, et que la sortie reste hein, ici dans l'état où elle était. Par contre, au moment de la transition de 0 à 1, eh ben on voit que si D vaut 0, la sortie vaut 0, et donc Q bar, hein, qui est l'inverse, 1, et 1 ici, comme ça. Dans les circuits très célèbres, hein, bah, il y a le SN7474, hein, celui que je vais utiliser d'ailleurs pour ma démo, hein, c'est un circuit TTL très célèbre. Dans la série MOS, il y a les CD 4013. Après, il y a des tas de variantes, hein. Il y en a qui marchent sur des fronts montants, les fronts descendants, avec des enablers, des machins, tout ce qu'on veut, mais le principe reste le même. Et ce qu'il faut voir aussi, hein, c'est que si on regarde justement ici le CD 4013, hein, qui est la version CMOS, on voit qu'il y a aussi des entrées R et S, qui elles sont asynchrones, c'est-à-dire qui sont plus fortes que tout. C'est-à-dire qu'en fait, ces bascules-là, on peut les faire marcher comme des bascules RS, que je vous ai dit au début, et à ce moment-là, on voit que quand RS est mis, c'est plus fort que tout. Ici, si R ici est à 1, on voit qu'il se fout complètement de la valeur de clock et de D. De toute façon, ça mettra la sortie à 0. Si S est à 1, ça la mettra à 1, hein, toujours reset et 7. Et encore une fois, si on fait la connerie de mettre les deux en même temps, ce qui est pas tellement logique, les deux sorties seront à 1. Enfin encore, c'est un truc pas terrible. Donc voilà, hein, c'est ce côté RS. Alors quand on veut utiliser que la partie D, bah, il suffit de mettre R et S à 0, et puis bah, voilà, on s'en sert pas, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, l'idée, et ici on voit bien que dans l'étape de vérité, c'est bien les fronts qui comptent, c'est pas les états, il n'y a pas clock 1 ou clock 0, on s'en fout un petit peu de ça. Hein, et on voit que ici, elle bascule sur un front montant, c'est-à-dire qu'elle passe de 0 à 1. On voit que dans l'autre cas, eh ben, ça change rien. On retrouve ici QQ bar, c'est-à-dire que les sorties ne changent pas. Alors regardons un petit peu ça dans la pratique. Donc là, j'ai mis pareil, un honorable SN7474, hein, une bascule D. On voit ici encore les sorties Q et Q bar, hein, donc encore une fois, hein, comme elles sont inversées, c'est impossible, enfin s'il y en a une à 0, l'autre est à 1 et vice versa. Et ici, on a les entrées Q et clock. On voit que quand D change ici, ça ne change strictement rien à la sortie. Par contre, quand j'appuie ici sur clock, voilà, il n'y a rien qui change, mais si D est à 1 et j'appuie sur clock, voilà,
On voit que même si maintenant D change, ici ça change. En gros, c'est quoi? C'est exactement ça. On voit que sur le front montant de clock, hein, c'est-à-dire quand clock passe de 0 à 1, la sortie recopie l'état de D. Donc si D est à 1, là on voit que ça passe de 0 à 1, toc, on voit que la sortie passe à 1. Voilà, maintenant que la sortie change ou pas, ça fait rien. Et ici, l'horloge, pareil, si ici elle repasse, ça fait ça. Si tant que D est à 1, par exemple, je peux faire tous les systèmes que je veux, ça ne change rien. Alors un truc qui est intéressant, c'est bien de voir cette notion de front. C'est-à-dire que là, si on voit que clock est à 1, D peut changer, ça ne change rien. C'est vraiment il faut que ce soit le passage de 0 à 1 qui est pris ici en compte. Donc voilà, hein, c'est le fonctionnement d'une bascule D, hein, c'est vraiment très très simple. Hein. Encore une fois, on peut le résumer. La valeur de D est recopiée dans la sortie Q quand clock passe de 0 à 1. Voilà. À quoi ça sert les bascules D? Ça permet à un moment donné de mémoriser un état. On peut aussi le voir encore une fois comme une mémoire à un bit. Ça permet de faire des registres de sortie, ça permet de faire de la logique séquentielle en général, éventuellement des registres à décalage. Enfin, c'est vraiment, on va le voir avec les D et les JK, vraiment les piliers, on va dire, un petit peu de la logique séquentielle, hein, dire à quoi ça sert, enfin, il y a plein d'utilisations. Rappelez-vous cette vidéo, je vous montrais, hein, pour faire tourner un moteur à pas, qu'avec un encodeur à quadrature, avec une simple bascule D, on passait avec un signal de direction et d'impulsion pour le moteur pas. Maintenant, nous allons pouvoir voir, on va dire, un petit peu la reine des bascules, hein, la bascule JK, qui va permettre, enfin, c'est vraiment l'élément de base qui va permettre de faire, quasiment tout ce qu'on veut après ici en logique séquentielle. Il faut voir la bascule JK comme une bascule programmable. Il ne faut pas chercher de notions J et K. Hein. Je crois que pour la petite histoire, le gars qui travaille sur les bascules, il avait commencé à prendre des lettres et puis il était arrivé à JK. Il serait arrivé à ce moment-là à LM, ça s'appellerait peut-être comme ça. Donc le principe, c'est qu'on va voir qu'on va pouvoir programmer avec deux entrées binaires, hein, ce qui donne quatre possibilités, donc quatre actions possibles. Et ces actions, elles sont effectuées quand clock passe de 0 à 1. Voilà, c'est ça le principe. Alors ici, on voit ici les actions possibles. Elles sont très simples à comprendre. Si J et K sont à 0, quand ça passe de 0 à 1, la sortie ne change pas. Alors, en gros, c'est un état qui dit je fais rien. Quand K est à 1 et J à 0, ça la remet à 0. C'est-à-dire, si Q était à 1, ça le met à 0. Si Q était à 0, ça change pas. Si on met J, c'est le contraire, c'est la mettre à 1 en fait. Et quand on met les deux à 1, là c'est pas un état interdit, ça veut dire que ça change. En gros, ça passe dans l'état inverse de l'état où on était. On voit ici plusieurs sortes de bascules JK. Et comme tout à l'heure pour la bascule D, souvent, on va aussi avoir les entrées RS. Ici, je vous ai mis par exemple un 74 HT 112. Hein, et encore une fois, souvent les entrées RS, elles sont plus fortes que tout. C'est-à-dire qu'elles sont asynchrones et quand elles arrivent, elles sont prioritaires sur les entrées JK et clock. Alors regardons un petit peu comment ça marche. Donc voilà, une fois qu'on la met en route ici, voilà, la sortie est à 0, la sortie inverse à 1, hein, toujours pareil. Et donc si J et K sont à 0, on voit que quand il y a des impulsions d'horloge, ici, ça change strictement rien. Donc elle est en mode programmé rien. Si je mets J à 1, on voit que je lui dis, hop, voilà, quand il y a un front montant, tu passes ici à 1, et voilà, il reste à 1 comme ça, c'est-à-dire que maintenant, voilà, je peux en faire autant que je veux, ça ne change rien. Si je mets K ici à 0, toc, on lui voit, là je la programme pour dire quand il y a l'horloge, ici tu redescends à 0. Voilà. Encore une fois, ici, c'est le front qui le fait. Hein. C'est-à-dire que si je fais l'horloge et que K change, là, ça fait rien du tout. Hein. Pareil que J. C'est vraiment le fond montant de l'horloge ici qui va prendre en compte la programmation. Et donc, dernière chose, hein, si je mets les deux ici à 1, c'est là qu'on voit qu'on est justement en mode toggle, comme ils appellent ça, à bascule, où à chaque fois ici qu'on a une impulsion, la bascule ici change d'état. Alors c'est là qu'on voit le côté diviseur. Hein, imaginons que ici c'est à 0, donc là j'ai une impulsion, je passe de 0 à 1, ici elle passe de 0 à 1. Quand je repasse de 1 à 0, ici elle reste 0 à 1. Quand ici je repasse de 0 à 1, ici on voit qu'elle redescend bien de 1 à 0. Donc on voit que si ici je passe d'ici de 0 à 1, on voit qu'elle ici passe de 0 à 1, un coup sur deux. C'est ce côté diviseur. Donc si derrière je remets une autre bascule comme ça, ça sera un coup sur 4 et ainsi de suite.
L'utilisation des bascules JK, bah, c'est pareil, ça va permettre de faire en fait souvent des automates, hein, des compteurs. Par exemple, avec une bascule JK, on peut faire un compteur par 3, par 4, par 5, par tout ce qu'on veut. Des registres à décalage encore, de la logique séquentielle générale. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment aussi à la base du système. Et c'est même plus facile qu'une bascule D. Parce qu'en gros, il suffit de se dire, à un instant T, je suis dans un état X, comment je veux passer de cet état X à cet état X plus 1. Et ben voilà, il suffit après avec des portes de positionner les entrées JK des bascules qu'on veut pour le faire. On verra des nombreux exemples plus tard dans d'autres vidéos. Et pour finir, hein, la bascule T. Alors la bascule T, c'est une bascule en fait. Enfin, elle n'existe pas vraiment. On peut la simuler avec des bascules JK, on peut la simuler avec des bascules D. C'est quoi l'idée? T, c'est pour toggle, un toggle qui veut dire en gros changement d'état hein, en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une variation de l'horloge, hein, alors ça peut être un front montant, des fois ça peut être un front descendant, et ben ça s'inverse, tout bêtement. En gros, c'est un coup je passe à 1, un coup je passe à 0, comme on l'a vu hein, sur la bascule JK, qu'on met J et K à 1, et ben ça fait exactement ça. Alors on peut fabriquer des bascules T, ben, comme on l'a vu avec une JK en mettant J et K à 1, avec une bascule D en reliant la sortie Q-bar à D, hein, vu que on a vu que les bascules D sur l'horloge, ça échantillonne l'entrée. Bah, si je lui mets l'entrée inversée, bah, à chaque fois que ça échantillonnera l'état inverse et ça fera exactement ça. Alors des fois, il y a des tas de variantes. Hein. On peut aussi avoir des remises à zéro. On peut avoir ce qu'on appelle des entrées de validation hein, sur les bascules T, c'est-à-dire une commande qui dit bah, si à une horloge, tu fais rien. Hein, mais bon, ça c'est proche de la JK hein, dans certains cas. Et d'ailleurs ici, on voit l'utilisation chaînée. Alors, pourquoi les bascules T c'est super utilisé? C'est souvent utilisé pour faire des compteurs ou pour faire surtout des diviseurs de fréquences. On en utilise tous. Si vous avez une montre à quartz, à l'intérieur il y a des bascules T. Pourquoi? Parce que le quartz il oscille à une fréquence comme par hasard de 32 768 kHz généralement, et c'est pas une valeur choisie au hasard. C'est parce que cette valeur-là, c'est 2 puissance 15, et bah, ça veut dire que si derrière cette fréquence-là, on met 15 bascules avec le derrière, eh ben, on aura 32 768 divisé par 32 768, ce qui nous fait 1. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura une impulsion toutes les secondes. Et voilà, c'est ici, hein, on voit ici le chronogramme, on le voit très bien, c'est-à-dire que voilà, on voit que quand l'horloge change ici, bah, la sortie change. Quand elle repasse de 1 à 0, elle change pas. Et c'est le coup d'après, hein, à chaque fois qu'elle passe de 0 à 1 que ça change. Donc là, bah, on voit que ça change 2 fois plus vite, 4 fois moins vite, et ainsi de suite. C'est là qu'on a cette notion de division. Alors regardons ça en pratique. Donc la bascule T, elle a qu'une seule entrée ici, clock. Et bah, on voit qu'à chaque fois que l'impulsion ici change, et ben elle change d'état. Voilà. Donc elle a qu'une seule entrée. Et même souvent, il n'y a même pas de sortie Q-bar. Hein. Souvent, il n'y a même que la sortie Q ici. Hein. Donc bah, c'est comme si ici on était dans ce mode-là. Et voilà, on voit que bah, ça marche ici en diviseur par 2. Tout simplement. En fait, c'est comme une JK qui serait toujours avec J et K à 1 et qui éventuellement n'a pas de sortie Q-bar. Donc voilà, c'est vraiment la bascule, je veux dire, toggle, hein, qui change d'état à chaque impulsion d'horloge. Voilà, une vidéo assez riche, hein, ma foi, et qu'est-ce que tu dis, Maurice, est un peu trop longue. Bah oui, je sais. Le sujet était quand même assez riche et bon, enfin, je voulais quand même faire une vidéo pour vous montrer un petit peu tous ces types de bascules. Bon, il y en a d'autres, il y a énormément de variantes, mais enfin, je pense que là, on a quand même vu, je veux dire, quand même les types de bases qu'on va retrouver après dans beaucoup de montages. Voilà pour ce 4e épisode, que le grand toggle synchronise tous vos montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.